Une famille entière de 6 personnes s'évapore, sans laisser de traces de leur ferme alsacienne, en mars 1992, ne laissant qu'un simple mot expliquant qu'ils partent rendre visite à des parents pour le week-end. Mais ils ne reviendront jamais. 10 ans plus tard, lors d'une cérémonie de commémoration, la communauté examine de vieilles photographies et remarque un détail choquant que tout le monde avait négligé. Un indice qui révélera enfin ce qui est vraiment arrivé à la famille Bertrand et exposera un réseau criminel qui a opéré pendant des décennies sous couvert de respectabilité. Avant de poursuivre l'histoire de cette famille disparue, si vous appréciez les mystères troublants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous publions de nouveaux cas chaque semaine qui vous tiendront en haleine. Maintenant, retournons en Alsace en 1992 pour découvrir comment tout a commencé. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur les planchers en bois de la maison de Jean-Luc Bertrand à Obernai, en Alsace. C'était un jour qui revenait chaque année, marqué non par la célébration, mais par un souvenir solennel. 10 ans. Une décennie entière s'était écoulée depuis que son frère Bernard, sa belle-sœur Marie-Claire et leurs 4 enfants, Thomas, Julie, Antoine et la petite Amélie, avaient disparu sans explication au-delà d'un simple mot laissé sur leur table de cuisine. Jean-Luc ajusta l'une des chaises en bois qui avait remplacé ses meubles de salon habituels. La transformation de sa maison pour le service de commémoration d'aujourd'hui avait commencé avant l'aube. Là où son canapé confortable se trouvait habituellement, des rangées soignées de chaises simples faisaient maintenant face à l'avant de la pièce. La table basse avait été déplacée dans la grange, faisant place au rassemblement qui remplirait bientôt sa maison. Obernai, cette petite ville alsacienne de 8000 habitants nichée au pied des Vosges, était un endroit où tout le monde se connaissait. Ses maisons à colombages, aux murs blancs et aux poutres sombres, ses rues pavées et ses vignobles environnants créaient un cadre idyllique qui contrastait cruellement avec la tragédie qui avait frappé la famille Bertrand. Les clochers de l'église Saint-Pierre et Paul dominaient l'horizon, témoins silencieux de générations de familles alsaciennes qui avaient vécu, travaillé et prié dans cette région frontalière marquée par l'histoire. La famille Bertrand était profondément enracinée dans cette terre. Leur ferme, située à 3 kilomètres du centre-ville sur la route de Bar, s'étendait sur 40 hectares de terre fertile où ils cultivaient du blé, de l'orge et des betteraves sucrières. Bernard, âgé de 45 ans au moment de sa disparition, était respecté dans toute la région pour son travail acharné et son honnêteté. Grand et robuste, avec des mains calleuses témoignant de décennies de labeur, il parlait français avec l'accent alsacien caractéristique, mélange unique de sonorités germaniques et françaises, qui marquait l'identité de cette région si particulière. Marie-Claire, son épouse de 42 ans, était une femme douce aux cheveux châtains, toujours soigneusement coiffée en chignon. Elle tenait la comptabilité de la ferme avec une précision remarquable et était connue dans le village pour ses tartes au ketch qui remportaient chaque année le concours de la fête de la Mirabelle. Elle dirigeait également le groupe de couture de la paroisse et n'hésitait jamais à aider les familles en difficulté, apportant des repas aux malades ou gardant les enfants des voisins. Leurs enfants incarnaient l'avenir de cette Alsace rurale. Thomas, 17 ans, était l'aîné, un garçon sérieux aux épaules déjà larges, qui aidait son père au champ après l'école. Il rêvait de reprendre la ferme familiale et avait commencé des études agricoles au lycée de Sélestat. Julie, 15 ans, était une adolescente brillante aux yeux verts pétillants qui excellait en allemand et en français, parlant couramment l'alsacien avec ses grands-parents. Elle voulait devenir institutrice et passait ses soirées à aider Antoine avec ses devoirs. Antoine, 12 ans, était le petit espiègle de la famille, toujours en train d'explorer les granges ou de construire des cabanes dans les arbres fruitiers du verger. Malgré son jeune âge, il connaissait déjà tous les recoins de la propriété et adorait accompagner son père lors des livraisons au marché de Strasbourg. La petite Amélie, 8 ans, était le rayon de soleil de la maison avec ses boucles blondes et son sourire contagieux. Elle collectionnait les coquillages que la famille rapportait de leurs rares vacances à la mer du Nord
et rêvait de devenir vétérinaire pour s'occuper des animaux de la ferme. La ferme elle-même était un exemple parfait de l'architecture rurale alsacienne. La maison principale, construite en 1847, présentait la façade traditionnelle blanche, ornée de colombages sombres, avec un toit pentu recouvert de tuiles rouges. Un grand portail en bois peint en vert menait à une cour pavée entourée de bâtiments agricoles. L'étable pour les 20 vaches laitières, le hangar à matériel, le grenier à foin et la porcherie où grognaient une dizaine de cochons. Un petit verger de pommiers et de pruniers séparait la zone d'habitation des champs cultivés qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Cette vie paisible et ordonnée avait été brutalement interrompue ce matin de mars 1992, laissant derrière elle un mystère qui hantrait la communauté pendant une décennie. Les Bertrand étaient des gens d'habitude, attachés à leurs traditions et à leurs terres. L'idée qu'ils puissent partir spontanément, abandonnant leurs animaux et leurs responsabilités, était impensable pour tous ceux qui les connaissaient. Le 15 mars 1992 avait commencé comme n'importe quel autre jour, à la ferme Bertrand. Marie-Claire s'était levée à 5h30, comme chaque matin depuis 20 ans de mariage, pour préparer le petit déjeuner et commencer la traite matinale avec Bernard. L'air frais de mars portait encore les derniers frimas de l'hiver alsacien, et la rosée scintillait sur l'herbe nouvelle dans la lueur dorée du soleil levant. Marguerite Keller, la voisine la plus proche dont la ferme se trouvait à 800 mètres, se souvenait parfaitement de cette matinée. Vers 6 heures, elle avait aperçu de la fumée s'échappant de la cheminée des Bertrand, signe que Marie-Claire avait allumé le poêle à bois pour réchauffer la cuisine. Tout semblait normal, rassurant même, dans cette routine immuable qui rythmait la vie des campagnes alsaciennes. Bernard avait conduit Thomas au lycée de Sélestat vers 7h15, comme tous les matins. Plusieurs personnes les avaient croisés sur la route départementale, le père et le fils, dans leur vieille Peugeot 205 bleue, Thomas consultant ses notes pour un contrôle de mathématiques qu'il avait ce jour-là. Le directeur du lycée, M. Hirsch, confirmerait plus tard que Thomas était bien arrivé à l'heure et avait participé normalement à ses cours jusqu'à 16h. Julie, Antoine et Amélie avaient pris le car scolaire vers 8h pour se rendre à l'école primaire d'Aubernay. Madame Weiss, leur institutrice, se rappelait que les 3 enfants semblaient parfaitement normaux ce matin-là. Julie avait rendu sa rédaction sur les traditions alsaciennes. Antoine avait récité sa poésie en allemand sans faute et la petite Amélie avait participé avec enthousiasme à la leçon de calcul. Rien dans leur comportement ne laissait présager la tragédie qui allait frapper. Vers 10h, Marie-Claire était passée chez Marguerite Keller pour lui emprunter un moule à Kugelhopf. Les 2 femmes avaient bavardé quelques minutes devant la porte, parlant de la météo et des préparatifs pour Pâques qui approchaient. Marie-Claire semblait détendue, souriante même, et avait mentionné qu'elle prévoyait de faire de la pâtisserie dans l'après-midi pour le goûter des enfants. Elle ne m'a rien dit d'inhabituel, raconterait plus tard Marguerite aux enquêteurs. Marie-Claire était comme toujours, préoccupée par sa famille et ses tâches ménagères. Elle parlait de repeindre la clôture du poulailler au printemps et me demandait conseil pour soigner un de ses géraniums qui ne fleurissait plus. L'après-midi s'était écoulé normalement. Marguerite avait vu Marie-Claire étendre du linge dans le jardin vers 14h. Le vent était favorable, et les draps claquaient joyeusement sur la corde tendue entre 2 tilleuls. Vers 15h, Bernard était rentré des champs où il avait passé la matinée à réparer les clôtures endommagées par le gel hivernal. Les enfants étaient rentrés de l'école vers 16h30. Marguerite les avait entendus jouer dans la cour, leur rire porté par le vent léger de cette fin d'après-midi. Amélie pourchassait les poules en gloussant de plaisir, tandis qu'Antoine construisait quelque chose avec des planches près de la grange. Julie aidait probablement sa mère à la cuisine, comme elle le faisait toujours après l'école. Vers 18h, la famille au complet était encore visible. Le facteur, Henri Zimmermann, avait aperçu Bernard et Thomas en train de réparer la porte de l'étable. Il leur avait fait un signe de la main en passant, et Bernard avait levé son marteau en réponse, dans ce geste amical qui caractérisait les relations de bon voisinage dans cette campagne alsacienne.
Le dernier témoignage précis remontait à 19h45. Madame Klein, qui promenait son chien sur le chemin communal longeant la propriété Bertrand, avait vu de la lumière aux fenêtres de la cuisine et du salon. La famille dînait probablement, rassemblée autour de la grande table en chêne que le grand-père de Bernard avait fabriquée de ses mains en 1923. Puis, le néant. Le lendemain matin, 16 mars, vers 7 heures, Marguerite Keller commença à s'inquiéter. Aucune fumée ne sortait de la cheminée des Bertrand, chose impensable par ce froid matinal de mars. Plus troublant encore, les vaches n'avaient manifestement pas été traites et meuglaient de douleur dans l'étable. Marguerite appela d'abord, pensant que Marie-Claire répondrait depuis la cuisine. Pas de réponse. Elle contourna la maison, frappa au volet, appela les enfants par leur prénom. Le silence était total, oppressant, comme si la ferme entière retenait son souffle. C'est en poussant la porte de l'étable, inquiète pour les animaux, qu'elle découvrit l'ampleur du problème. Les vaches, que Bernard et Marie-Claire traillaient religieusement matin et soir depuis 20 ans, n'avaient manifestement pas été soignées depuis la veille. Leur détresse était palpable, et Marguerite dut faire appel à son mari pour s'occuper d'urgence de ces pauvres bêtes. La découverte du mot changea tout. Posé bien en évidence sur la table de la cuisine, rédigé de l'écriture soignée de Bernard, il expliquait laconiquement « Parti pour le week-end, rendons visite à la famille pour des questions d'église. Nous reviendrons lundi. Ne vous inquiétez pas pour les animaux. J'ai arrangé cela avec les garçons du voisinage. Bernard. Mais quel voisinage? Marguerite et son mari n'avaient reçu aucune demande d'aide. Aucun des fermiers environnants n'avait été contacté. Et surtout, quelle famille! Les parents de Bernard et Marie-Claire étaient tous décédés, et leur rare cousin vivait trop loin pour justifier un départ si précipité. Le brigadier Michel Fournier arriva sur les lieux vers midi, après que Marguerite eut finalement décidé d'appeler la gendarmerie. Fournier était un homme respecté dans la région, proche de la retraite, qui connaissait personnellement la plupart des familles rurales de son secteur. Il avait souvent rendu service aux Bertrand, réglant des problèmes mineurs de voisinage ou aidant lors des foires agricoles. Son enquête fut rapide, peut-être trop rapide. Il examina le mot, posa quelques questions à Marguerite et aux autres voisins, puis conclut que la famille avait effectivement quitté la région temporairement. Les gens ont parfois des urgences familiales qu'ils ne partagent pas avec leurs voisins, expliqua-t-il à Jean-Luc quand celui-ci arriva d'Aubernay, alerté par Marguerite. Mais les animaux, brigadier, insista Jean-Luc. Bernard n'aurait jamais abandonné ses bêtes. Et pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Nous nous parlons tous les jours. Fournier haussa les épaules avec cette assurance tranquille des hommes habitués à l'autorité. Monsieur Bertrand, votre frère est un homme adulte. Il a le droit de partir quand bon lui semble. Le mot est clair, et il n'y a aucun signe de lutte ou d'effraction. Donnez-leur quelques jours. Mais les jours passèrent, puis les semaines, et les Bertrand ne revinrent jamais. L'enquête officielle, menée sans grande conviction, se concentra sur l'hypothèse d'un départ volontaire. Aucune recherche approfondie ne fut organisée, aucun appel à témoins lancé dans les médias. La famille Bertrand disparut de l'actualité aussi vite qu'elle avait disparu de sa ferme, laissant derrière elle un mystère que seul le temps et la persévérance de ceux qui les aimaient finiraient par résoudre. Les années qui suivirent la disparition de la famille Bertrand furent marquées par un mélange de chagrin, d'espoir têtu et de questions sans réponse qui hantaient la communauté rurale d'Aubernay. Jean-Luc se retrouva seul à gérer non seulement sa propre douleur, mais aussi les aspects pratiques de cette absence inexpliquée. La ferme Bertrand, jadis si vivante avec les cris des enfants et le ronronnement des machines agricoles, devint rapidement un lieu fantôme. Jean-Luc avait pris en charge les animaux dans les premiers mois, espérant encore le retour de son frère. Chaque matin, il parcourait les 3 kilomètres qui séparaient sa maison de la ferme abandonnée, traitait les vaches, nourrissait les cochons et entretenait tant bien que mal les bâtiments. Mais l'espoir s'amenuisait avec les saisons. Au bout d'1 an, Jean-Luc dut se résoudre à vendre le bétail. Cette décision lui brisa le cœur, car il savait combien Bernard était attaché à ses bêtes, particulièrement à Brunhilde,
une vache Holstein, qu'il avait élevée au biberon après la mort de sa mère. Voir partir les animaux dans le camion de l'abattoir fut pour Jean-Luc comme enterrer définitivement ses derniers espoirs. Sa mère, Catherine Bertrand, alors âgée de 73 ans, ne se remit jamais vraiment du choc. Cette femme robuste qui avait élevé 4 garçons dans la ferme familiale et survécu au bombardement de 1944 s'étiolait littéralement. Elle passait ses journées assise près de la fenêtre de sa petite maison de retraite à Obernai, scrutant la route comme si elle pouvait voir revenir Bernard et sa famille. Ses cheveux blancs, autrefois soigneusement coiffés, pendaient négligemment autour de son visage creusé par l'inquiétude. « Elle attend », confiait Jean-Luc au curé de la paroisse, l'abbé Muller. « Maman attend comme si elle savait quelque chose que nous ignorons. Elle refuse de parler de Bernard, au passé, se fâche quand quelqu'un évoque la possibilité qu'il ne revienne pas. L'impact sur la communauté fut profond et durable. Obernai était le genre d'endroit où les familles se connaissaient depuis des générations, où les enfants grandissaient ensemble et se mariaient souvent entre eux. La disparition d'une famille entière créa un vide béant dans le tissu social local. Les Bertrand participaient à tout. Bernard était membre du conseil municipal, Marie-Claire dirigeait la chorale paroissiale, et les enfants étaient impliqués dans toutes les activités scolaires et sportives. Les théories les plus folles circulaient dans les cafés et sur les marchés. Certains pensaient que Bernard avait eu des problèmes financiers et avait fui ses créanciers. D'autres évoquaient une possible liaison de Marie-Claire qui aurait poussé la famille à partir refaire sa vie ailleurs. Les plus imaginatifs parlaient de témoins protégés dans une affaire de drogue ou de corruption. Marguerite Keller, la voisine qui avait découvert la disparition, développa une véritable obsession. Elle notait méticuleusement tous les détails dont elle se souvenait de ce fameux 15 mars, révisant sans cesse sa chronologie, cherchant l'indice qui lui aurait échappé. Son mari, Alois, s'inquiétait de la voir passer des heures à regarder par la fenêtre en direction de la ferme abandonnée, comme si elle s'attendait à voir revenir la Peugeot bleue de Bernard. « Elle me parle encore d'eux, au présent », confiait Alois au brigadier Fournier lors d'une rencontre fortuite au marché. « Hier, elle a préparé une tarte en trop, disant qu'elle la porterait à Marie-Claire. »« Cela fait 3 ans, brigadier. 3 ans qu'ils sont partis. » Fournier, de son côté, semblait avoir définitivement classé l'affaire. Quand des proches ou des voisins venaient le voir pour signaler de nouveaux détails ou exprimer leurs doutes, il les écoutait poliment mais sans jamais rouvrir le dossier. Sa position était claire. La famille était partie volontairement. Le mot laissé sur la table en attestait, et il n'y avait aucune preuve de crime ou d'enlèvement. « Les gens disparaissent parfois », répétait-il. « Ils ont leurs raisons, même si nous ne les comprenons pas. Mon travail est de chercher les criminels, pas de jouer les détectives privés pour des familles qui ont choisi de recommencer leur vie ailleurs. » Cette attitude frustra profondément Jean-Luc, qui entretenait pourtant de bonnes relations avec le brigadier depuis des années. Fournier avait souvent aidé la communauté lors des fêtes villageois, dirigeant la circulation pendant la foire au vin ou participant bénévolement aux kermesses paroissiales. Cette apparente indifférence face à la disparition des Bertrand semblait en contradiction avec sa personnalité habituelle. Vers 1995, soit 3 ans après la disparition, une lueur d'espoir apparut brièvement. Un automobiliste prétendit avoir aperçu Bernard dans une station-service près de Nancy. L'homme était formel, même taille, même barbe, même accent alsacien caractéristique. Jean-Luc fit immédiatement le voyage, accompagné du brigadier Fournier qui avait accepté à contre-cœur de l'accompagner. Ils passèrent 2 jours à interroger le personnel de la station, à consulter les bandes de vidéosurveillance et à fouiller les hôtels environnants. Mais l'espoir s'évanouit rapidement. L'homme aperçu était effectivement alsacien, mais il s'appelait Georges Riff et travaillait comme représentant en produits agricoles. La ressemblance était troublante, mais ce n'était pas Bernard. Cette fausse piste acheva de démoraliser Jean-Luc. Il rentra à Obernai avec la conviction amère que son frère et sa famille étaient probablement morts, même si les circonstances de leur décès demeuraient mystérieuses.
Il commença alors à organiser sa vie autour de cette absence, vendant progressivement les terres de Bernard et transformant la ferme en résidence secondaire qu'il louait pendant l'été à des touristes allemands. Les enfants du village grandirent avec cette histoire comme une légende locale. Thomas, Julie, Antoine et Amélie Bertrand devinrent des figures presque mythiques, ces enfants qui avaient disparu un jour de mars sans laisser de traces. Leurs anciens camarades d'école se mariaient, avaient des enfants, prenaient la succession des fermes familiales, mais personne n'oubliait les Bertrand. En 1997, 5 ans après la disparition, l'école primaire d'Obernai organisa une cérémonie en mémoire de Julie, Antoine et Amélie. Leurs anciennes institutrices plantèrent 4 tilleuls dans la cour de récréation, un pour chaque enfant disparu. Le maire prononça un discours émouvant sur l'importance de garder vivante la mémoire de ceux qui nous manquent, même quand nous ne comprenons pas pourquoi ils sont partis. Catherine Bertrand, la grand-mère, mourut en 1989 sans avoir jamais revu son fils. Jusqu'à la fin, elle avait gardé dans son armoire les vêtements de Bernard et de sa famille, soigneusement lavés et repassés, comme si elle s'attendait à leur retour imminent. Jean-Luc découvrit après sa mort qu'elle avait économisé chaque centime de sa petite retraite, constituant un pécule qu'elle destinait aux petits quand ils reviendraient. Les années 1998 et 1999 furent marquées par l'arrivée de nouveaux habitants à Obernai. Cadres strasbourgeois en quête d'authenticité rurale, ils achetaient les anciennes fermes pour les transformer en résidences de charme. Cette évolution dérangeait la vieille communauté agricole, mais elle apportait aussi un regard neuf sur l'affaire Bertrand. Certains de ces nouveaux arrivants, journalistes ou professions libérales, s'étonnaient qu'une enquête si superficielle ait pu clore le dossier d'une famille entière disparue. Ils posaient des questions que les anciens n'osaient plus formuler, remettaient en cause la version officielle, suggéraient de faire appel à des détectives privés ou à des journalistes d'investigation. Ces voix nouvelles commencèrent à insuffler un vent d'espoir dans le cœur de Jean-Luc. Peut-être était-il temps de ne plus accepter passivement le mystère de la disparition de son frère. Peut-être fallait-il poser à nouveau les bonnes questions et chercher les bonnes réponses. Le 15 mars 2002 marquait exactement 10 ans depuis la disparition de la famille Bertrand. Jean-Luc avait décidé d'organiser une cérémonie de commémoration dans sa maison d'Obernai. Un rassemblement intime pour honorer la mémoire de son frère et de sa famille. L'idée lui était venue après avoir reçu plusieurs lettres d'anciens voisins et amis qui, malgré la décennie écoulée, n'arrivaient pas à oublier cette histoire. La préparation de cette cérémonie avait été à la fois douloureuse et cathartique pour Jean-Luc. Il avait passé des semaines à rassembler des photos, des lettres, des objets personnels que Bernard et Marie-Claire avaient laissés chez lui ou chez leur mère. Chaque découverte ravivait des souvenirs enfouis. Une blague de tabac que Bernard avait oubliée lors de sa dernière visite. Un livre de recettes que Marie-Claire avait prêté et jamais récupéré. Des dessins d'enfants collés sur le réfrigérateur de grand-mère Catherine. Le service avait commencé à 8 heures précises, avec l'arrivée des premiers invités. Une vingtaine de personnes s'étaient déplacées. Marguerite et Aloïs Keller, bien sûr, mais aussi d'anciens voisins, des membres de la paroisse, l'institutrice des enfants Bertrand et même quelques-uns de leurs anciens camarades de classe, maintenant adultes et parents à leur tour. L'abbé Muller avait ouvert la cérémonie par une prière, puis chacun avait partagé ses souvenirs de la famille disparue. Les témoignages s'enchaînaient évoquant la générosité de Bernard, la douceur de Marie-Claire, l'enthousiasme des enfants. Marguerite Keller avait fondu en larmes en racontant comme Amélie venait lui apporter des œufs frais chaque dimanche après la messe, avec son petit panier en osier et son sourire radieux. Vers 10 heures, quand la partie officielle de la cérémonie se termina, un petit groupe de proches resta pour examiner ensemble les objets et photographies que Jean-Luc avait disposés sur la table de son salon. C'était un moment plus intime, où la douleur pouvait s'exprimer librement, loin des contraintes de la politesse sociale. Parmi les invités présents se trouvait Daniel Weber, un ancien camarade de classe de Thomas qui travaillait maintenant comme photographe professionnel à Strasbourg.
Daniel avait grandi dans la ferme voisine et avait souvent joué avec les enfants Bertrand pendant les vacances scolaires. La disparition de ses amis d'enfance l'avait profondément marqué, et ils venaient chaque année se recueillir sur leur tombe symbolique au cimetière d'Obernai. Jean-Luc sortit d'une enveloppe en kraft une série de photographies qu'il avait rarement montrées, des clichés pris par la gendarmerie lors de l'enquête initiale en 1992. Ces photos documentaient l'état de la ferme au moment de la découverte de la disparition. L'intérieur de la maison, la cour, les bâtiments agricoles et surtout la fameuse note laissée sur la table de cuisine. « Je n'aime pas regarder ces images », avoua Jean-Luc en étalant les photos. « Elles me rappellent trop cette période terrible où nous espérions encore qu'il reviendrait le soir même. » Daniel, habitué par son métier à analyser les images avec attention, examina chaque photographie méthodiquement. Son œil professionnel remarquait des détails que d'autres auraient négligés. L'angle de la lumière, les ombres portées, la qualité du grain photographique qui permettait de dater précisément les clichés. Une photo en particulier attira son attention. Elle montrait l'arrière de la maison Bertrand, avec la cour pavée et la corde à linge tendue entre deux tilleuls. Sur cette corde séchaient divers vêtements. Chemises, pantalons, sous-vêtements, mais aussi quelque chose d'inhabituel qui détonnait dans ce linge familial. « Jean-Luc, » dit Daniel en pointant un détail sur la photographie, « peux-tu me dire ce que tu vois sur cette corde à linge ?» Jean-Luc se pencha, plissant les yeux pour mieux distinguer les détails. « Je vois du linge, des vêtements de la famille. Regarde plus attentivement, » insista Daniel. « Cette pièce de tissu orange fluorescent, qu'est-ce que c'est ?» Soudain, Jean-Luc écarquilla les yeux. Parmi les vêtements sombres typiques de la garde-robe alsacienne de l'époque, pendait effectivement un gilet orange vif, le genre de vêtements de sécurité que portaient les agents de la force publique. Plus troublant encore, on pouvait distinguer l'inscription « Gendarmerie » en lettres réfléchissantes sur le devant du gilet. « Mon Dieu !» murmura Marguerite Keller, qui s'était approchée pour voir. « Qu'est-ce qu'un gilet de gendarme fait dans le linge de Marie-Claire ?» L'assistance se figea. Ce détail, que personne n'avait remarqué en 10 ans, prenait soudain une dimension sinistre. Pourquoi Marie-Claire aurait-elle lavé un gilet de gendarmerie le matin même de leur prétendu départ en week-end? Et à qui appartenait ce gilet? Daniel examina la photographie de plus près, utilisant une loupe que Jean-Luc gardait pour lire les petits caractères. « Il y a quelque chose d'écrit sur le gilet, » annonça-t-il. « On dirait un nom brodé. Monsieur Fournier. » Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Le brigadier Michel Fournier, celui-là même qui avait mené l'enquête sur la disparition, celui qui avait conclu si rapidement à un départ volontaire. Son gilet de service était dans le linge des Bertrand le jour de leur disparition. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, tenta de rationaliser l'abbé Muller, mal à l'aise. Le brigadier Fournier aidait souvent les familles de la région. Il a pu prêter son gilet à Bernard pour des travaux, mais Marguerite Keller secouait la tête énergiquement. « Non, non, je me souviens maintenant. Ce matin-là, le 15 mars, j'ai vu Marie-Claire étendre le linge vers 14 heures. Elle m'avait dit qu'elle profitait du beau temps pour faire une grande lessive. Mais pourquoi faire la lessive si on part pour le week-end ? Une bonne ménagère ne laisse jamais du linge dehors pendant 3 jours. Il serait ruiné par la pluie, sali par la poussière. » Cette observation frappa l'assemblée comme un coup de tonnerre. Marguerite avait raison. Aucune femme alsacienne digne de ce nom n'aurait laissé du linge sur la corde en partant pour plusieurs jours. C'était contraire à tous les principes d'une maison bien tenue. « Il faut que nous parlions au brigadier Fournier, » déclara Jean-Luc, sa voix tremblant d'émotion contenue. « Il doit nous expliquer comment son gilet s'est retrouvé chez mon frère. » Daniel proposa immédiatement d'accompagner Jean-Luc. En tant que photographe professionnel, il pourrait faire analyser le cliché par des experts pour confirmer l'authenticité du détail qu'il venait de découvrir. L'abbé Muller, malgré ses réticences à accuser un homme respecté, accepta de servir de témoin lors de cette confrontation. L'après-midi du 15 mars 2002, Jean-Luc,
Daniel Weber et l'abbé Muller se dirigèrent vers la gendarmerie d'Obernai avec un mélange d'appréhension et de détermination. La photographie compromettante était soigneusement glissée dans une enveloppe, mais son contenu pesait lourd dans les pensées de chacun. La gendarmerie d'Obernai était un bâtiment de pierre rose, typiquement alsacien, construit dans les années 1960 pour remplacer l'ancien poste détruit pendant la guerre. Le brigadier Fournier y officiait depuis 1975, soit 27 ans de service irréprochable qui lui avait valu le respect de toute la communauté. À 60 ans, il approchait de la retraite et était considéré comme une figure paternelle par de nombreuses familles rurales. Quand ils arrivèrent, Fournier était dans son bureau, penché sur des rapports administratifs. Son visage buriné par les années reflétait la fatigue d'une longue carrière, mais ses yeux bleus conservaient cette acuité qui avait fait de lui un enquêteur respecté. Il accueillit ses visiteurs avec sa cordialité habituelle, offrant du café et s'enquérant de leurs nouvelles. « Brigadier », commença Jean-Luc d'une voix qu'il voulait ferme, « nous venons vous voir au sujet de mon frère Bernard et de sa famille. Nous avons découvert quelque chose de troublant. » Fournier fronça les sourcils, mais son expression resta bienveillante. « Bien sûr, Jean-Luc, vous savez que cette affaire me tient à cœur, même si officiellement le dossier est clos. Qu'avez-vous trouvé ?» Daniel sortit la photographie de l'enveloppe et la posa sur le bureau. « Brigadier, pouvez-vous nous expliquer ce détail ?» Fournier se pencha sur l'image, ajusta ses lunettes de lecture et son visage changea imperceptiblement. Une micro-expression de surprise, peut-être de gêne, traversa ses traits avant qu'il ne reprenne contenance. « Je vois du linge qui sèche, » dit-il prudemment. « En quoi cela vous intrigue-t-il ?»« Ce gilet orange, » insista Daniel en pointant le détail. « Il porte votre nom, brigadier. Votre gilet de service était dans le linge de Marie-Claire Bertrand le jour de leur disparition. » Un silence pesant s'installa dans le bureau. Fournier reposa ses lunettes, se cala dans son fauteuil et croisa les mains sur son ventre. Son regard se fit distant, comme s'il fouillait dans ses souvenirs. « Ah oui, » dit-il finalement. « Je me rappelle maintenant. J'étais passé chez les Bertrand ce matin-là pour une question administrative, une histoire de permis de construire, je crois. Marie-Claire m'avait proposé un café et maladroitement j'avais renversé quelque chose sur mon gilet. Elle avait insisté pour le laver. » Cette explication sembla rassurer l'abbé Muller, mais Daniel et Jean-Luc échangèrent un regard sceptique. Quelque chose sonnait faux dans le ton de Fournier, une hésitation inhabituelle chez cet homme habituellement si sûr de lui. « Brigadier, » reprit Jean-Luc, « vous ne nous aviez jamais mentionné cette visite lors de l'enquête. C'est un détail important, non? Vous étiez peut-être l'une des dernières personnes à avoir vu ma famille. » Fournier se raidit légèrement. « J'étais là très tôt le matin, vers 8 heures, bien avant leur départ. Cela n'avait pas d'importance pour l'enquête. »« Et de quel permis de construire parliez-vous » insista Daniel. Les Bertrand n'avaient aucun projet de construction en cours. Le malaise de Fournier devenait de plus en plus visible. Il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, puis se retourna vers ses visiteurs. « Écoutez, cela fait 10 ans. Mes souvenirs ne sont peut-être pas parfaits. L'important est que votre famille soit partie volontairement, comme l'indiquaient leurs mots. »« Justement, parlons de ce mot, » dit Jean-Luc en sortant une photocopie du fameux message. « Relisez-le, brigadier. J'ai arrangé cela avec les garçons du voisinage. » De quel garçon Bernard parlait-il? Personne dans le voisinage n'a été contacté pour s'occuper des animaux. Fournier étudia le document, et pour la première fois depuis le début de l'entretien, il sembla vraiment troublé. C'est étrange, effectivement. Peut-être que votre frère comptait sur l'entraide naturelle de la communauté rurale. « Brigadier !» intervint l'abbé Muller d'une voix douce mais ferme. « En tant qu'homme de Dieu, je dois vous demander, y a-t-il quelque chose que vous ne nous avez pas dit sur cette affaire, quelque chose qui pèse sur votre conscience ?» Cette question directe sembla ébranler Fournier. Il retourna s'asseoir, passa une main fatiguée sur son visage et resta silencieux pendant de longues secondes. Quand il releva la tête, ses yeux reflétaient une profonde lassitude. « Il y a eu des pressions, » admit-il finalement.
Des gens importants qui voulaient que cette affaire soit réglée rapidement et discrètement. Quelle pression, demanda Jean-Luc, le cœur battant. Des promoteurs immobiliers. Ils s'intéressaient aux terres de la région, voulaient développer des projets touristiques. La disparition d'une famille entière, ça attire l'attention des médias, ça fait fuir les investisseurs. Daniel se pencha en avant. Vous êtes en train de nous dire que vous avez bâclé l'enquête pour protéger des intérêts économiques? Non, protesta Fournier avec véhémence. J'ai mené l'enquête selon les procédures, mais j'ai peut-être été moins approfondi que je n'aurais dû. Il n'y avait aucune preuve de crime, aucun indice d'enlèvement. Sauf votre gilet dans leur linge, rappela Jean-Luc sèchement. Fournier détourna le regard. C'était un détail sans importance. Je vous l'ai expliqué. L'abbé Muller se leva lentement. Brigadier Fournier, je vous connais depuis des années. Vous avez baptisé vos enfants, célébré votre mariage, enterré vos parents. Je sens que vous portez un fardeau. Si vous savez quelque chose sur le sort de cette famille, vous devez parler. Pour votre âme et pour la paix de ceux qui les pleurent. Cette intervention bouleversa visiblement Fournier. Ses mains tremblaient légèrement quand il saisit un verre d'eau sur son bureau. Mais au lieu de révéler la vérité, il se referma comme une huître. « Je n'ai rien d'autre à ajouter, dit-il d'une voix ferme qui sonnait faux. Cette conversation est terminée. Si vous avez de nouveaux éléments concrets, revenez me voir. Sinon, laissez les morts en paix. » Ces derniers mots résonnèrent étrangement dans le bureau. Pourquoi Fournier parlait-il de mort, alors qu'officiellement, la famille Bertrand était partie volontairement? Ce lapsus n'échappa à personne. En sortant de la gendarmerie, Daniel proposa une démarche radicale. « Jean-Luc, nous devons contacter la presse. Cette affaire pue la corruption à plein nez. Un journaliste d'investigation pourrait creuser là où Fournier a refusé de le faire. » Mais Jean-Luc hésitait. Exposer publiquement les soupçons qui pesaient sur Fournier risquait de faire scandale dans la petite communauté d'Obernai. Le brigadier était respecté, intégré, père de famille. L'accusé sans preuve formelle pourrait se retourner contre eux. C'est alors qu'un événement inattendu vint précipiter les choses. En rentrant chez lui ce soir-là, Jean-Luc trouva un message sur son répondeur téléphonique. Une voix d'homme, jeune, nerveuse. « Monsieur Bertrand, je ne peux pas me présenter, mais j'ai des informations sur votre frère. Rendez-vous demain à 18h au parking de l'église de Bernardswiller. Venez seul, c'est important. » La communication s'interrompit brutalement. Jean-Luc réécouta le message plusieurs fois, le cœur battant. Qui pouvait bien connaître des détails sur la disparition de Bernard? Et pourquoi ce mystérieux informateur demandait-il un rendez-vous clandestin? Il appela immédiatement Daniel pour lui faire écouter l'enregistrement. Le photographe était catégorique. « C'est peut-être dangereux, Jean-Luc. Cette voix tremble de peur. Quelqu'un a peut-être des choses compromettantes à révéler. » Mais Jean-Luc avait attendu 10 ans pour avoir des réponses. Il n'allait pas laisser passer cette occasion, même si elle comportait des risques. Le lendemain soir, 16 mars 2002, Jean-Luc se rendit au parking de l'église de Bernardswiller, un petit village situé à 15 km d'Obernai. L'endroit était isolé, entouré de vignobles et de forêts, parfait pour une rencontre discrète. L'église romane du XIIe siècle se dressait dans l'obscurité, éclairée seulement par quelques réverbères anciens qui créaient des zones d'ombre inquiétantes. Jean-Luc arriva en avance et gara sa voiture près du portail du cimetière. L'attente fut interminable, ponctuée seulement par le bruissement du vent dans les arbres et le hoquet lointain d'un hibou. À 18h précises, une autre voiture entra sur le parking, phare éteint. Un homme jeune, la trentaine, en sortit prudemment. Il regarda autour de lui avec nervosité avant de s'approcher de Jean-Luc. À la lueur des réverbères, on distinguait un visage pâle marqué par l'angoisse, des cheveux blonds coupés courts, des vêtements de travail froissés. « Monsieur Bertrand » murmura-t-il. « C'est moi. Qui êtes-vous » L'homme hésita, puis se présenta. « Stéphane Koenig. J'étais gendarme stagiaire en 1992. J'ai travaillé avec le brigadier Fournier sur l'enquête de votre frère. » Jean-Luc sentit son pouls s'accélérer, enfin quelqu'un de l'intérieur qui acceptait de parler. « Qu'avez-vous à me dire » Koenig regarda encore autour de lui, comme s'il craignait d'être épié. « Il faut que vous sachiez la vérité.
Ce qui est arrivé à votre famille, ce n'était pas un départ volontaire. » Ces mots que Jean-Luc avait espéré entendre pendant 10 ans le frappèrent comme une déflagration. Que voulez-vous dire? Votre frère refusait de vendre ses terres. Il y avait un consortium immobilier, des gens de Paris et de Suisse, qui voulaient construire un complexe touristique dans la région. Ils avaient besoin de grandes parcelles pour leur projet. Votre frère était le seul à résister. Jean-Luc se rappelait vaguement Bernard évoquant des propositions d'achat, mais son frère n'avait jamais semblé inquiet. Et alors, le brigadier Fournier était payé par ses promoteurs. Il recevait de l'argent pour faciliter les ventes, faire pression sur les propriétaires récalcitrants. Quand votre frère a définitivement refusé de vendre, Koenig s'interrompit, la voix étranglée par l'émotion. « Continuez, insista Jean-Luc. Fournier est allé chez eux ce matin-là. Pas pour une histoire de permis de construire. Il devait convaincre votre frère une dernière fois. Mais Bernard n'a pas cédé. Il a même menacé de dénoncer le trafic d'influence de Fournier. Et puis, Fournier a paniqué. Il a appelé ses complices. Ils sont venus avec un camion. Votre famille, ils les ont emmenés. » Jean-Luc vacilla, s'appuyant contre sa voiture pour ne pas tomber. « Où les ont-ils emmenés? » ?»« Dans les Vosges. Il y a un site de construction, en altitude. Un projet de village alsacien authentique pour les touristes. Ironique, non? Ils construisent une réplique de la culture qu'ils sont en train de détruire. Mes neveux et nièces, ils étaient... »« Je suis désolé, » murmura Koenig. Il ne pouvait pas laisser de témoins, même les enfants. Jean-Luc s'effondra psychologiquement. 10 ans d'espoir. 10 ans à se dire qu'ils étaient peut-être quelque part en train de refaire leur vie, et la réalité était pire que ces pires cauchemars. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?» sanglota-t-il. « Parce que je n'en peux plus. Cela fait 10 ans que je porte ce secret. Je n'étais qu'un stagiaire, j'avais peur de perdre ma carrière, mais je ne peux plus vivre avec ça. Et puis, il recommence. » « Comment ça ? » « D'autres familles sont pressées de vendre. Les mêmes méthodes, la même corruption. Ils vont recommencer à tuer si nécessaire. » Koenig sortit de sa poche une enveloppe. « Voilà l'adresse du site et des documents qui prouvent l'implication de Fournier, des relevés bancaires, des communications entre lui et les promoteurs. » Jean-Luc prit l'enveloppe d'une main tremblante. « Que dois-je faire ? Contacter la police judiciaire, pas la gendarmerie locale. Fournier a encore des complices. Et soyez prudents. Ces gens ont déjà tué une famille entière. Ils n'hésiteront pas à recommencer. » Sur ces mots, Koenig regagna rapidement sa voiture et disparut dans la nuit, laissant Jean-Luc seul avec sa douleur et sa colère. Le 17 mars 2002 au matin, Jean-Luc contacta directement le commissariat de Strasbourg pour signaler les révélations de Stéphane Koenig. Il remit les documents compromettants et guida une équipe de la police judiciaire vers le site indiqué dans les Vosges. L'endroit était effectivement en construction. Un faux village alsacien destiné aux touristes, avec des maisons à colombages flambant neuves qui singeaient l'architecture traditionnelle. L'ironie était amère. Ces criminels construisaient un monument à la culture qu'ils avaient contribué à détruire en assassinant une famille d'agriculteurs authentiques. Les fouilles commencèrent immédiatement. Dans une zone marquée pour devenir la place du village traditionnel, les enquêteurs découvrirent les restes de la famille Bertrand. Bernard, Marie-Claire et leurs 4 enfants avaient été enterrés sommairement, leurs corps jetés dans une fosse commune comme de vulgaires déchets. L'arrestation du brigadier Fournier eut lieu le même jour. Confronté aux preuves accablantes et aux témoignages de Koenig, il finit par avouer son rôle dans cette tragédie. Les promoteurs véreux furent également interpellés, leur réseau de corruption démantelé. Lors de son interrogatoire, Fournier expliqua comment les choses avaient dégénéré. Il était effectivement payé par le consortium pour faciliter les acquisitions de terrain, mais il n'avait jamais imaginé que cela irait jusqu'au meurtre. Ce matin du 15 mars 1992, il était venu faire une dernière tentative auprès de Bernard. La discussion avait mal tourné. Bernard avait menacé de tout révéler, et Fournier avait appelé ses commanditaires en renfort. « Je voulais juste l'intimider », avoua-t-il devant les enquêteurs. « Mais quand ils sont arrivés avec leurs gros bras, tout a échappé à mon contrôle. »
Bernard s'est battu pour protéger sa famille. Marie-Claire criait. Les enfants pleuraient, et puis, plus rien. Le procès qui s'ouvrit en 2003 fit sensation dans toute l'Alsace. Fournier fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que les dirigeants du consortium. L'affaire révéla l'ampleur de la corruption qui rongeait certains projets immobiliers dans la région, entraînant de nombreuses autres arrestations. Pour Jean-Luc, la vérité était à la fois libératrice et dévastatrice. Savoir ce qui était arrivé à sa famille mettait fin à 10 ans d'incertitude, mais la révélation de leur assassinat brutal était un traumatisme difficile à surmonter. Il organisa des funérailles dignes pour Bernard, Marie-Claire et les enfants dans le cimetière d'Aubernay, où ils auraient dû reposer depuis longtemps. La communauté rurale alsacienne fut profondément marquée par cette affaire. La confiance aveugle envers les autorités locales s'effrita, remplacée par une méfiance salutaire. Les habitants apprirent à questionner les projets de développement, à s'organiser pour protéger leurs terres et leurs traditions. Stéphane Koenig, le gendarme repenti qui avait permis de révéler la vérité, fut protégé par la justice, mais dut changer de région pour échapper aux menaces. Son courage avait rendu justice à la famille Bertrand, mais au prix de sa propre tranquillité. L'ancien site de construction dans les Vosges fut transformé en mémorial dédié aux victimes de la spéculation immobilière sauvage. Une plaque rappelle le sacrifice de la famille Bertrand et de tous ceux qui ont résisté à la destruction de l'Alsace authentique. Cette histoire tragique nous rappelle que derrière les façades respectables peuvent se cacher les crimes les plus abjects et que la vigilance citoyenne est le seul rempart contre la corruption qui transforme l'amour du pays en instrument de mort. La famille Bertrand n'a pas disparu en vain si leur sacrifice nous apprend à protéger ce qui nous est cher contre ceux qui ne voient dans nos traditions qu'une marchandise à exploiter. Qu'avez-vous pensé de cette histoire troublante ? Aviez-vous soupçonné l'implication du brigadier Fournier ? Comment une telle corruption a-t-elle pu prospérer si longtemps dans une petite communauté ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si ce type d'enquête vous passionne et que vous voulez découvrir d'autres mystères non résolus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces vérités cachées qui méritent d'être connues. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles françaises. Car c'est en gardant vivante la mémoire de ces tragédies que nous pouvons espérer qu'elles ne se reproduisent jamais.